Super. Ben, déjà, bonjour à tous, puis merci beaucoup pour l'introduction. Donc, effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler du microbiote intestinal et de son influence sur la douleur chronique. OK. Ouais, ok, parfait. Donc, comme l'a dit Roulia, je suis au doctorat en sciences vétérinaires, donc à Saint-Hyacinthe. Je suis en option pharmacologie. Et moi, je travaille avec les animaux de compagnie et je cherche à mieux comprendre et à mieux traiter la douleur chronique arthrosique que peuvent percevoir ces animaux de compagnie. Donc, tout d'abord, je vais mieux préciser le rôle des neuropeptides. Donc, en fait, les neuropeptides, c'est des molécules qui vont permettre de transférer le message nerveux au niveau des neurones et donc amener à la perception de la douleur. Et j'étudie dans différents modèles. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces petites photos, je travaille avec des rats, parfois avec des chats. Puis cet été, j'ai la chance de travailler avec des chiens pour tester différents traitements thérapeutiques pour la douleur chronique. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet, donc avec le microbiote intestinal. Donc, je vais d'abord vous parler un peu plus, donc je vais le définir, je vais vous parler de ses fonctions. Je vais également vous parler de l'axe intestin-cerveau, donc le gut-brain axis, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Je vais également vous expliquer c'est quoi une dysbiose intestinale et c'est quoi ses impacts au niveau du système nerveux. Et enfin, on ira un peu moins dans la théorie, mais plus dans la pratique, avec qu'est-ce qui se fait à l'heure actuelle au niveau du diagnostic de la douleur par l'étude du microbiote et également de son influence sur le traitement de la douleur chronique. Donc, tout d'abord, notre tractus gastro-intestinal est composé de différentes parties, comme vous pouvez le voir ici sur ce petit schéma. On a 1 à 3 de micro-organismes qui représentent, on a des micro-organismes qui représentent 1 à 3 de notre poids corporel. Donc, ça fait quand même une bonne quantité de micro-organismes. Et en fait, le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des bactéries, bactériophages, virus et champignons non pathogènes qui tapissent notre intestin. Donc, ces micro-organismes-là, majoritairement composés de bactéries, se composent de 12 familles différentes, donc c'est ce qu'on appelle les phylums, et il y a plus de 2000 espèces qui composent le microbiote intestinal. Donc, c'est vraiment un ensemble très complexe. Okay. Parfois, vous allez voir dans la littérature ou dans les médias, ces choses comme ça, on ne va pas parler de microbiote, mais on va parler de microbiote. Donc, en fait, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le microbiote, c'est vraiment comme les bactéries qui composent la composition des différents micro-organismes. Et le microbiome, c'est vraiment comme plus les génomes, le génome bactérien de ces micro-organismes, ou alors on peut aussi le caractériser comme l'ensemble des éléments externes et internes du microbiote dans un habitat comme bien défini. Donc, par exemple, en élément interne, on a effectivement les gènes des micro-organismes, et en élément externe, on a par exemple les molécules que ces micro-organismes libèrent dans le tractus gastro-intestinal. Chaque individu a vraiment un microbiote propre à lui. En fait, c'est vraiment comme on est tous uniques, notre microbiote aussi est unique. Il y a même une étude de 2021 qui a montré que chez des jumeaux, chez des nouveau-nés, le microbiote était différent. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment comment je pourrais dire, une interaction complexe qui se crée entre les micro-organismes composés dans notre microbiote intestinal et l'individu. Donc, on va avoir une symbiose entre la communauté microbienne et l'hôte qui héberge le microbiote intestinal. Et ça va permettre le maintien non seulement de la communauté microbienne, mais également de la bonne santé de l'hôte. Donc, c'est vraiment comme une relation gagnant-gagnant entre le maintien du microbiote intestinal et notre santé à nous. Le microbiote, il a des fonctions multiples. Donc, dans un premier temps, la fonction, on va dire, principale, c'est la digestion des aliments et le métabolisme. Il va également servir à l'intégrité des parois intestinales et donc, au niveau de l'immunité, il va venir nous protéger contre les pathogènes, contre les infections bactériennes ou virales.
Il a également un impact au niveau de la régulation de la fonction endocrinienne, donc par la libération de certaines hormones qui se font au niveau du microbiote intestinal. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr, c'est que le microbiote va avoir un impact sur la signalisation neurologique. Il y a une étude récente qui a été publiée en 2022 qui a montré chez des souris que certaines bactéries qui composaient le microbiote intestinal étaient capables de libérer de la dopamine et donc d'engendrer une influence sur la motivation à l'effort chez des souris. Donc ça peut être très important, comme par exemple chez des sportifs qui seraient peut-être en déséquilibre de microbiote pour pouvoir, bien sûr, avoir de meilleures performances. Donc, je vous ai dit que le microbiote pouvait impacter l'assimilation neurologique, et ça se fait grâce à l'axe intestin-cerveau. Donc, c'est vraiment une communication bidirectionnelle entre notre tractus gastro-intestinal et notre cerveau. Donc, je suis allée sur Google, puis j'ai tapé tout simplement axe intestin-cerveau ou gut-brain axis en anglais. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de résultats qui sortent. C'est un sujet qui est vraiment en émergence, qui est en effervescence au niveau de la recherche et surtout au niveau de la douleur. Donc maintenant, oui, on sait que ça a un impact, mais comment notre microbiote est capable d'influencer notre perception de douleur puis notre système neurologique. Donc ici, on va avoir le microbiote intestinal, ici le cœur qui représente la circulation sanguine et ici notre cerveau. Donc comme je vous l'ai dit, le microbiote va influer l'immunité, donc via les cellules immunitaires, et va jouer sur l'intégrité de la paroi intestinale. Donc, via son action sur ces deux éléments, il va avoir libération de cytokines. Donc, c'est les molécules qui vont servir à l'inflammation, à la réaction inflammatoire normale, et de nombreux autres métabolites, notamment des neurotransmetteurs qui sont les molécules principales dans la transmission du message nerveux. On va également avoir différentes hormones, et tout ça par le biais de neurones sensoriels, ça va venir jouer sur notre cerveau et également via la circulation sanguine va venir également jouer sur la perception de douleur. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ce microbiote intestinal est en déséquilibre? Donc c'est ce qu'on appelle la dysbiose. La dysbiose intestinale, c'est vraiment un dérèglement du microbiote. Donc, en état de bonne santé, on va avoir un bon équilibre entre ce qu'on appelle les bons microbiotes, les bons micro-organismes versus les mauvais micro-organismes, tout ce qui est les pathogènes et les bactéries comme pro-inflammatoires. Et lorsqu'on va avoir dysbiose, on va avoir diminution de ces bons micro-organismes et augmentation de ces mauvais micro-organismes, ce qui va donc créer un déséquilibre de notre flore et de la bonne communauté microbienne. Alors, les causes de cette dysbiose, elles peuvent être diverses. On va tout d'abord avoir l'alimentation qui peut jouer dessus. Donc, quel régime vous avez? Est-ce que vous consommez beaucoup de conservateurs alimentaires, beaucoup de gras, beaucoup de sucre? On va également avoir des facteurs environnementaux et un mode de vie, donc via la pollution. Est-ce que l'activité physique est suffisante ou non? Le stress, l'anxiété, bien sûr, qui influencent sur le microbiote intestinal. On va avoir un bon nombre de pathologies aussi, comme l'obésité, des allergies, l'asthme, certaines maladies auto-immunes et également certains types de cancers. Et également, on va avoir des traitements qui vont venir induire cette dysbiose intestinale. Donc, il y a les antibiotiques qui vont venir comme cibler les bactéries en général. On va également avoir les traitements aux opioïdes et bien sûr les chimiothérapies. Donc, cette dysbiose, qu'est-ce qu'elle va entraîner sur notre microbiote intestinal, puis bien sûr sur la perception de douleur? Donc, tout d'abord, elle va créer une désunion de la communauté microbienne en changeant les bactéries qui sont naturellement présentes dans notre microbiote. Ça va également diminuer la diversité bactérienne et augmenter la perméabilité de la paroi intestinale, donc, comme on peut le voir ici sur ce schéma, et ceci va engendrer une libération de nombreuses molécules au niveau de la circulation sanguine. Ceci va donc engendrer une réaction immunitaire et inflammatoire au niveau global de l'individu,
et donc entraîner une sensibilisation périphérique et centrale et aboutir à de la douleur chronique. Donc, ceci peut se faire soit par la circulation sanguine, mais également par le nerf vague, qui est l'un des nerfs principaux dans l'axe intestin-cerveau. Donc ça, c'est la théorie, mais maintenant, qu'est-ce qui se fait en pratique? Est-ce qu'on est capable d'observer un microbiote intestinal et de le lier à une douleur chronique? Donc effectivement, oui, il y a des chercheurs à l'Université de Montréal et à l'Université de McGill qui ont montré que des personnes atteintes de fibromyalgie avaient une altération au niveau de leur microbiote intestinal, donc avaient une dysbiose intestinale, et ils ont montré une corrélation entre la gravité des symptômes de ces patients et des différences observées dans le microbiote intestinal. Ces travaux ont abouti à un fabuleux papier qui a été publié dans Pain, donc vous pouvez aller regarder si cela vous intéresse. Et en fait, ils ont même poussé la recherche encore plus loin. Ils ont pu, de manière aléatoire, en examinant le microbiote intestinal des patients, poser un diagnostic à 87% de taux d'exactitude pour les personnes atteintes de fibromyalgie comparé à des individus contrôles qui n'avaient pas cette pathologie. Donc, c'est sûr que cette étude-là, publiée en 2019, a vraiment comme permis de passer comme un gap supplémentaire dans l'étude du microbiote et a engendré ensuite de nombreuses études. D'ailleurs, il existe de nombreuses études au niveau préclinique, ce qui se fait en laboratoire, plus sur des modèles animaux, donc majoritairement des rongeurs, et de plus en plus d'études cliniques chez l'humain sortent. Donc ici, comme vous pouvez le voir sur ce graphique qui représente le nombre de publications publiées entre le lien microbiote intestinal et douleur en fonction des différentes années, donc de 2002 à 2021, et on voit bien que le nombre croît de plus en plus et ne cesse d'augmenter. Alors, j'ai passé un petit peu sur les études précliniques faites en laboratoire pour me concentrer vraiment sur les études cliniques qui sont faites chez l'humain. Donc, on a différents types de douleurs qui sont étudiées. Donc, on va avoir les douleurs viscérales qui sont comme historiquement les plus en lien avec les microbiotes intestinales. On va avoir ensuite en seconde position les douleurs chroniques généralisées comme la fibromyalgie, le syndrome douloureux régional complexe. Et on va avoir ensuite des douleurs comme des douleurs inflammatoires comme l'arthrose, des douleurs de migraine et également des patients qui sont atteints de lésions de la moelle épinière. Donc, les différentes études que j'ai trouvées sur ces différents modèles montraient que les patients qui souffraient de ces types de douleurs avaient une dysbiose intestinale, qui avaient une composition de leur microbiote intestinal différente comparée à des individus n'ayant pas cette pathologie, montraient également une diversité bactérienne diminuée de leur microbiote et un rapport Firmicutes-Bacteroides déséquilibré. Donc, en fait, ce rapport-là, c'est ce qui est majoritairement utilisé pour montrer cette dysbiose intestinale. Donc, ça, c'est les deux grandes familles qui composent notre microbiote intestinal et qui, normalement, présentent un ratio équilibré quand on est en santé. Et ce ratio est déséquilibré lorsqu'on va avoir certaines pathologies. Et également, ces études ont montré une diminution de la production du butyrate. Donc, en fait, le butyrate, c'est un des métabolites, donc une des molécules les plus libérées par le microbiote intestinal et les plus utilisées pour justement le bon maintien de la communauté microbienne. Et il a également des effets neuroprotecteurs. Donc, je voulais également vous parler d'un projet auquel j'ai participé dans le cadre de mon doctorat qui regardait deux modèles de souches différentes de rats. Donc, on avait des rats âgés de 17 mois, donc plutôt des rats gériatriques, où on venait leur induire artificiellement, de manière chirurgicale, l'arthrose. Donc, ici, vous avez un graphique qui représente en fait le contrôle endogène de la douleur. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais naturellement, dans votre corps, vous pouvez contrôler vous-même votre douleur. Vous avez un système qui va faire que quand vous allez avoir un message douloureux qui va arriver, vous allez avoir des molécules qui vont se libérer. Donc, vous allez avoir des opioïdes, vous allez avoir des cannabinoïdes qui vont venir se libérer naturellement pour venir contrôler ce message et donc contrôler votre douleur. En fait, ce qui se passe quand on est en douleur chronique, ce système-là, il est détraqué, il est déséquilibré.
Chez certains patients, ce système-là, il est comme surexprimé, d'autres sous-exprimés. Donc, en fait, on a vraiment un dérèglement de ce système normal de contrôle. Donc, nous, on allait voir chez nos rats, est-ce que ce système-là est déséquilibré à la suite de l'induction d'une douleur chronique arthrosique. Donc, vous avez la souche A qui est en petit point noir et la souche B qui est en tiret avec les triangles blancs ici. Et en fait, on peut voir que la souche A présente comme une surexpression de son système endogène de la douleur à jour 7 et 21 après l'induction de l'arthrose. Donc, on va plutôt être dans la phase aiguë de la douleur. Et on voit que ce système diminue dans le temps, puis réaugmente à jour 60 après l'induction d'arthrose. Donc là, on va plus être dans la phase chronique. Donc, ce que nous montre ce schéma, c'est qu'on a vraiment une différence entre les deux souches de rats. On va avoir la souche A qui, elle, a un contrôle qui est actif à certaines phases de développement de la douleur. Et comme vous pouvez le voir, la souche B qui est ici, il n'y a pas beaucoup de changements. En tout cas, pas de changement significatif comparé à leur valeur avant l'induction d'arthrose. Donc là, on est allé regarder le contrôle de la douleur. On a vu qu'il était différent entre ces deux souches de rats, mais on est également allé voir au niveau de leur douleur en elle-même, leur perception de douleur, qui était aussi différente, et elle présentait aussi des capacités neurocognitives et motrices différentes entre ces deux souches. Donc là, on s'est dit, OK, c'est deux souches de rats différentes, certes, mais normalement, ça reste quand même des rats. On s'est demandé pourquoi il y avait ces différences aussi prononcées. Et on allait regarder au niveau du microbiote intestinal, est-ce qu'il était différent entre ces deux souches? Et effectivement, il était très, très, très différent. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce graphique de gauche qui illustre la composition du microbiote intestinal des deux souches. On a vraiment la souche A qui se situe à gauche et la souche B qui se situe à droite. Donc, c'est vraiment simplement visuellement pour montrer la différence de la composition du microbiote entre ces deux souches et on voit bien qu'elle est significativement différente. De même que ici, le graphique de droite qui nous montre plus par espèce la proportion de chaque bactérie présente dans leur microbiote. Donc ici, on a la souche A en rouge et ici la souche B en vert et on voit bien que les espèces bactériennes sont très, très, très différentes entre les deux souches. Donc là, on a comme une preuve flagrante qu'une perception de douleur différente peut être liée à un microbiote intestinal différent. Et ce projet est en cours de rédaction et on espère publier l'article en fin d'année. Donc maintenant, je vous ai montré qu'il était possible de diagnostiquer une douleur chronique, une pathologie, en étudiant le microbiote intestinal d'un individu. Mais maintenant, est-ce qu'on est capable de venir traiter la douleur chronique en modifiant le microbiote intestinal? Donc, dans la littérature, j'ai pu retrouver 4 grandes familles de traitements possibles pour influencer le microbiote intestinal. Donc, on a les diètes thérapeutiques qui sont très utilisées dans les sciences vétérinaires et depuis de nombreuses années. On a également la transplantation de microbiote fécal, les traitements aux antibiotiques qui sont également utilisés et bien sûr les traitements aux probiotiques, prébiotiques, symbiotiques et postbiotiques que je vais vous détailler par la suite. Là, vous ne vous inquiétez pas, je vais passer dans les 4 grandes familles pour vous détailler qu'est-ce que j'ai trouvé, puis quels sont les résultats. Donc, tout d'abord, au niveau des diètes thérapeutiques, avant de vous parler de la littérature, je voulais vous parler du docteur Jacqueline Lagacé, qui était une chercheuse de l'Université de Montréal, qui est maintenant à la retraite, mais qui était également une patiente souffrante d'arthrose, qui a créé un blog en 2011 qui s'appelle « Vaincre la douleur par l'alimentation, mieux comprendre certaines notions du régime hypotoxique ». Donc, en fait, pour pouvoir contrôler sa douleur due à l'arthrose, elle a cherché à mieux s'alimenter pour justement réguler cette douleur. Donc, en fait, je vous laisserai aller voir son blog, c'est vraiment très intéressant. Elle est très active. Vous pouvez publier, poser des questions, publier des commentaires, publier des témoignages, vos expériences, etc. Et elle répondra même à chacune de vos questions. Là, je suis encore allée voir en début de semaine dernière.
Elle est très active et elle a également écrit plusieurs livres. Donc ici, je vous ai mis les 5 livres qu'elle a écrits qui sont comme… donc, très bien, je vous conseille fortement d'aller regarder si cela vous intéresse. Donc maintenant, au niveau plus de la littérature, plus des articles publiés en recherche, donc il y a eu 4 types de régimes qui ont été testés chez des patients souffrant de douleurs. Donc on a le régime pauvre en FODMAP, qui sont comme les glucides fermentescibles. On va avoir le régime avec la supplémentation en vitamines, donc notamment la vitamine B12 et la vitamine D. Et on va également avoir les régimes pauvres en glutamate et aspartame et les régimes pauvres en gras saturés en sucre et enrichis en alimentation anti-inflammatoire et antioxydante. Donc, on a plusieurs douleurs qui ont été testées chez des individus, donc notamment les douleurs viscérales, les syndromes du côlon irritable, la fibromyalgie et d'autres types de syndromes de douleurs chroniques généralisées, mais généralement, c'est les trois types de douleurs qui ont été comme testés en clinique chez des modèles humains. Et ces études ont montré que l'impact de ces diètes sur les douleurs permettait de diminuer la sévérité de la pathologie, diminuer l'inflammation au niveau systémique, au niveau sanguin. De plus, permettait de diminuer l'activité neuronale et donc par conséquent, les scores de douleur de ces patients étaient diminués comparés à ceux qui étaient traités par exemple avec une diète placebo ou à des contrôles. Et ils avaient également une qualité de vie augmentée. Et ces diètes-là avaient non seulement un impact sur la douleur et la pathologie, mais aussi sur le microbiote, vu que les patients souffraient de dysbiose avant la diète et qu'après la diète, il y avait une augmentation de la diversité microbienne, donc un rééquilibrage de leur microbiote intestinal et une augmentation de la production du butyrate que je vous ai expliqué précédemment, qui possède un rôle de neuroprotecteur. Bien évidemment, je ne veux pas qu'après cette présentation, vous vous lanciez à changer totalement votre alimentation parce qu'il y a des études qui ont été faites chez les animaux qui ont montré qu'un changement trop brusque de l'alimentation pouvait entraîner une dysbiose. Donc, en fait, si vous avez des animaux chez vous et que vous voulez changer de diète, il est conseillé de faire un changement progressif de la diète. Donc, vraiment, partant, rééquilibrer les proportions entre l'ancienne diète, la nouvelle diète, justement que le microbiote intestinal ne change pas trop et se rééquilibre correctement et naturellement sans le brusquer. Je vais vous parler maintenant de la transplantation de microbiote fécal. Donc, en fait, le principe est simple. On va avoir un donneur sain qui n'est pas en dysbiose et qui n'a aucune pathologie. Et on va avoir un patient qui souffre de dysbiose et qui souffre de douleurs chroniques ou de désordres neurologiques. Donc, on va tout simplement prendre le microbiote fécal du donneur sain, l'implanter dans le patient souffrant de dysbiose et bien sûr, à terme, la dysbiose dans le patient va diminuer jusqu'à avoir un microbiote intestinal en bonne santé. Donc ça va permettre de restaurer le microbiote, de réaugmenter la diversité bactérienne, de protéger la barrière intestinale et ceci va se faire via la compétition directe entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Qu'est-ce qui se fait maintenant au niveau des études publiées? Donc, il y a beaucoup d'études chez les animaux qui ont été publiées, donc des études précliniques dans toutes sortes de types de douleurs, donc des douleurs généralisées comme la fibromyalgie, des douleurs neuropathiques, des douleurs inflammatoires, des douleurs viscérales, donc vraiment tout type de douleurs qui ont montré que la transplantation de microbiote fécal permettait d'avoir un effet bénéfique sur la perception de la douleur, sur l'inflammation, sur les capacités neurocognitives et permettait bien sûr de restaurer le microbiote intestinal en réaugmentant la diversité bactérienne et en surexprimant le butyrate dans le microbiote. Je voulais vous montrer un exemple comme flagrant de ça. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais à la faculté de médecine vétérinaire, on avait Maggie, qui était une vache hublot, qui, comme vous pouvez le voir ici sur son flanc, avait un hublot qui permettait aux vétérinaires de venir faire des prélèvements de microbiote intestinal. Et Maggie a sauvé de nombreux autres ruminants, vu que ceux qui venaient à l'hôpital vétérinaire
et qui était comment je pourrais dire, et qui avait des soucis de santé, le microbiote intestinal de Maggie était implanté dans ces ruminants et permettait d'avoir une meilleure santé par la suite. Donc ça, c'est ce qui se fait vraiment comme de plus concret en médecine vétérinaire et en études précliniques. Maintenant, en études cliniques chez l'humain, il y a peu d'études qui montrent l'impact de la transplantation de matière fécale sur la perception de douleur. Il y a quelques études qui ont été faites dans la douleur viscérale, le syndrome du côlon irritable et la fibromyalgie, qui ont montré les mêmes effets bénéfiques que dans les études précliniques. Il y a même une étude qui a montré qu'une transplantation de microbiote fécal de personnes en dysbiose dans des personnes avec aucune pathologie, donc chez des sujets sains, eh ben, ça induisait une hypersensibilité chez les sujets sains. Ils développaient de la douleur alors qu'à la base, ils n'avaient aucune pathologie douloureuse. Donc, ces études-là montrent vraiment comme l'influence de cette transplantation sur la perception de douleur. Maintenant, il y a peu d'études, comme je vous l'ai dit, qui se font chez l'humain parce qu'il y a certaines limites qui se posent à cette méthode, notamment le taux de réussite qui reste variable. Donc, des fois, ça va être chez les patients qui souffrent de la même pathologie qui ne vont pas répondre différemment. C'est la même chose avec les traitements pharmacologiques. On va également, la grosse limite qui se pose avec cette méthode, c'est qu'on doit avoir une sélection très, très stricte du donneur sain du microbiote fécal. Donc, il y a vraiment comme plein de cases à remplir pour pouvoir être donneur. Donc là, ça limite aussi les possibilités. Donc, je vous l'ai dit, la troisième grande famille, c'est aussi les antibiotiques. Donc, je ne vais pas passer trop de temps dessus parce qu'il y a peu d'études qui les étudient. Parce que, comme vous le savez, les antibiotiques qu'on prend naturellement pour les infections, ce sont des antibiotiques à large spectre. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont comme cibler presque tous les types de bactéries et donc pas forcément faire de sélection. Et vous l'aurez compris, notre microbiote qui est composé de bactéries, ça va aussi les atteindre. Donc, en fait, il y a très peu d'études qui montrent un impact des antibiotiques à faible spectre. Les seuls qui montraient ça, c'était dans le cadre de douleurs viscérales et qui montraient une amélioration de la perception de douleur des patients. À préciser que l'utilisation des traitements antibiotiques se faisait en parallèle de traitements probiotiques. Donc là, je vais vous en parler juste après. Donc, c'est sûr que les antibiotiques, ils ont une action non négligeable sur le microbiote intestinal et il y a des études qui montrent des résultats quand même contradictoires. Donc, c'est sûr que ça n'a pas l'air d'être le traitement le plus préconisé. Mais maintenant, je vais vous parler des autres biotiques. Donc, on va avoir les probiotiques. Donc, en fait, les probiotiques, je pense que vous en avez sûrement déjà entendu parler. Là, c'est comme depuis plusieurs années, depuis vraiment plusieurs années, quelque chose de très commun. Donc, en fait, c'est des micro-organismes vivants qui ont un effet bénéfique sur notre santé, qui vont permettre de rétablir un microbiote intestinal. Souvent, les médecins vous conseillent après que vous ayez eu justement un traitement antibiotique. Donc, on les trouve naturellement dans les produits laitiers, comme par exemple les yaourts. Donc, on a majoritairement deux probiotiques qui sont comme les probiotiques phares. On va avoir le lactobacillus et le bifidobacterium, qui sont vraiment les deux grandes familles de probiotiques très utilisées et qui ont montré vraiment une action robuste sur bon nombre de douleurs. Donc, ici, on va avoir des douleurs viscérales, douleurs arthrosiques, des migraines, mais également des troubles neurologiques, comme par exemple l'épilepsie, ou même pour des patients souffrant de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, ces traitements aux probiotiques ont montré qu'il y avait une diminution du comportement douloureux et une amélioration de la qualité de vie. Donc ça, on va dire que c'est vraiment comme les plus utilisés pour traiter la dysbiose intestinale. Donc ensuite, en parallèle des probiotiques, on a les prébiotiques. En fait, les prébiotiques, c'est la principale source de nutrition des micro-organismes intestinaux, vu que nos bactéries intestinales, elles ont besoin de se nourrir pouvoir justement se maintenir en vie et produire les métabolismes qui sont importants à notre organisme. Donc, en fait, vous pouvez les retrouver dans de nombreux aliments. Donc, ici, je vous ai mis quelques exemples. On a notamment la banane,
le pain complet et certains légumes comme la carotte, qui vont permettre d'apporter des fibres et des sucres complexes qui vont permettre donc de nourrir de manière sainement nos bactéries intestinales. Ensuite, on a un petit peu plus atypique, les symbiotiques et les postbiotiques. En fait, les symbiotiques, c'est l'association entre probiotiques et prébiotiques. Donc, c'est majoritairement des comprimés que vous pouvez trouver en pharmacie. Et on a aussi les postbiotiques qui se font de plus en plus ces dernières années. Donc, en fait, c'est vraiment les métabolites que vont libérer les bactéries intestinales, donc notamment le butyrate, dont je vous en ai déjà parlé précédemment. Mais on va également avoir le GABA, qui est un neurotransmetteur inhibiteur de la douleur, donc qui aussi va participer à votre contrôle endogène de la douleur. Au niveau des limites, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Comme c'est des produits qu'on peut retrouver naturellement dans l'alimentation, puis qu'on a déjà naturellement dans notre microbiote intestinal, c'est vrai que ça ne pose pas forcément de problème de faire des cures de probiotiques ou des cures de prébiotiques. Donc, c'est pour ça qu'ici, que je ne vous ai pas mis des limites à proprement parler. Là, c'est quand même des traitements assez sécuritaires. Donc, pour conclure, on peut voir que, par le biais de toute cette littérature, que le microbiote intestinal est un marqueur pathologique pour la douleur. Donc, comme vous avez pu le voir avec l'étude de 2019 pour la fibromyalgie, on peut poser un diagnostic en étudiant le microbiote intestinal des individus. On peut également élaborer un traitement en manipulant la diversité microbienne de notre microbiote. Et évidemment, ça va permettre de réduire les effets secondaires qu'on peut avoir avec les traitements pharmacologiques standards. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger quand on est des patients qui souffrent de douleurs chroniques. Et je voulais aussi accentuer sur les deux probiotiques que je vous ai présentés, là, Lactobacillus et Bifidobacterium, parce que c'est vraiment ceux qui ont les rôles les plus robustes dans l'axe intestin-cerveau. Donc, si jamais en pharmacie, vous voulez prendre des probiotiques, je vous conseille de regarder sur l'étiquette est-ce que ces deux sont présents, et s'ils sont présents, c'est que c'est un bon probiotique. Au niveau des limites qui s'imposent pour étudier le microbiote intestinal et la douleur, c'est sûr que sur la théorie, ça paraissait simple. En pratique, on a vraiment l'impression d'y avoir comme une relation directe, mais ce n'est pas si simple. On n'arrive pas trop encore à savoir est-ce que le microbiote influence le cerveau, est-ce que c'est le cerveau qui influence le microbiote. Je vous ai dit aussi qu'il y avait une libération au niveau systémique, là, donc ça veut dire que les molécules pro-inflammatoires, les molécules antioxydantes vont aussi avoir une influence. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas une relation très posée puis définie actuellement en recherche. On a aussi des études qui montrent que les résultats sont individuels. Donc, en fait, comme je vous l'ai dit tantôt, des fois, il y a des individus qui vont montrer une amélioration avec les manipulations du microbiote, et certains ne vont montrer aucune amélioration. Donc, c'est sûr que ça, c'est encore un élément qu'il faut investiguer. Également, les résultats sont variables suivant les études. Et on sait qu'il y a un changement temporel et spatial du microbiote intestinal. En fait, je vous ai montré le tractus gastro-intestinal en introduction. Et en fait, il y a des études qui ont comme séquencé les différentes parties et qui ont vu que, par exemple, le microbiote en début d'intestin n'était pas le même versus la fin de l'intestin. Donc, on a vraiment comme une différence spatiale de la composition du microbiote. Donc, ça, c'est aussi à prendre en considération. Et on va également avoir un changement temporel. Donc, on sait que le microbiote change avec l'âge. Donc, quand on a des études qui regardent chez, par exemple, des enfants, on sait que ça ne va pas être les mêmes résultats que chez les adultes ou chez les personnes âgées. Donc, ça aussi, c'est une autre limite qui se pose à nous quand on veut étudier la relation entre le microbiote et la perception de douleur. Donc, c'est sûr que la solution miracle, elle n'existe pas, mais quand on souffre de douleurs chroniques, il faut penser à une stratégie thérapeutique globale. Donc, bien sûr, il y a les traitements pharmacologiques, il y a aussi plusieurs traitements non pharmacologiques qui existent. Penser à avoir une bonne activité physique, à diminuer le stress, à diminuer l'anxiété, et bien sûr de venir compléter tout ça avec une alimentation équilibrée et certaines cures de probiotiques et de vitamines pour
pouvoir avoir une meilleure qualité de vie et diminuer votre perception de douleur. Donc, je tenais à remercier ma direction, le professeur Éric Trancy et la professeure associée Hélène Baudry, le réseau québécois de recherche sur la douleur qui m'a donné l'opportunité d'avoir une bourse pour aller présenter mes résultats, et également l'Association québécoise de la douleur chronique qui m'a donné l'opportunité de présenter aujourd'hui. Merci beaucoup. Et bien sûr, l'équipe du laboratoire dans lequel je travaille. Et merci bien sûr à vous pour votre attention et je suis disponible maintenant pour vos questions.